examinons l'hypocrisie colossale qui nous fixe chaque nuit. La science moderne accepte universellement que la Lune, un corps céleste orbitant à 384 400 km, possède un couple gravitationnel suffisant pour soulever des milliards de tonnes d'eau de mer à la surface de la planète, créant ainsi des marées qui dictent le calendrier maritime de chaque marine et voie de navigation sur Terre. Pourtant, dès que nous suggérons que cette même force gravitationnelle immense pourrait exercer une attraction spécifique sur l'humidité à l'intérieur d'une graine microscopique ou sur la sève qui monte dans un tronc d'arbre, le milieu universitaire se moque. Il qualifie cela de folklore. Il y appose l'étiquette de pseudoscience. Ce n'est pas un accident de l'histoire, c'est un effacement calculé de la physique fonctionnelle. Jusqu'au milieu du XXe siècle, et plus précisément, avant que le boom industriel de l'après-guerre des années 1940 ne transforme l'agriculture en une dépendance chimique, la compréhension du cycle lunaire était aussi essentielle que la charrue elle-même. Les agriculteurs n'avaient pas besoin d'un calendrier d'une entreprise d'engrais. Ils levèrent les yeux. Mais ensuite est venu le grand découplage. L'essor des nitrates synthétiques et le marketing agressif de la Révolution verte ont nécessité un nouveau récit, dans lequel la nature était un substrat passif et mort qui ne répondait qu'aux intrants fabriqués par l'homme. Ils avaient un besoin que vous croyiez que le rendement provenait d'un sac de NPK acheté et non de l'alignement gratuit de la mécanique céleste. Nous avons échangé la physique du cosmos contre la chimie d'un laboratoire. Et, ce faisant, nous avons oublié que les lois de la gravité ne s'arrêtent pas au rivage. L'eau d'une cellule végétale obéit exactement aux mêmes lois de marée que l'océan Atlantique. Et ignorer cela n'est pas de la rigueur scientifique, c'est de l'aveuglement scientifique, induit par les profits des entreprises. Pour comprendre pourquoi cette connaissance semble si étrangère aujourd'hui, nous devons exhumer les archives du début du XXe siècle, en particulier les travaux de pionniers dont les recherches n'arrangèrent personne d'autre que l'agriculteur. Dans les années 1920 et 1930, la biologiste Lily Kolysko a entamé une série d'expériences exhaustives qui auraient dû révolutionner l'agronomie. Elle ne s'occupait pas de folklore. Elle menait des milliers d'essais sur la croissance des plantes et la cristallisation des sels métalliques, documentant une danse synchronisée entre la réponse biologique et le transit lunaire. Ces données étaient rigoureuses, reproductibles et indéniables. Puis est venue Maria Thun dans les années 1950. Une chercheuse allemande qui a passé des décennies à mener les fameux essais sur les radis. Thun a planté des graines provenant du même lot, dans le même sol, dans des conditions météorologiques locales identiques, mais les récoltes obtenues variaient considérablement en forme et en rendement en fonction uniquement de l'heure de plantation, par rapport à la position de la Lune, par rapport aux constellations zodiacales. C'était une preuve empirique d'un déclencheur cosmique. Mais vous ne trouverez ni Kolysko ni Thun dans les manuels d'agriculture moderne. Pourquoi? Parce que leurs découvertes ont émergé au moment précis où la machine industrielle se préparait à la soi-disant révolution verte. L'après-guerre consistait à marchandiser la nature et non à s'harmoniser avec elle. Une méthode qui reposait sur une horloge universelle et gratuite était une menace directe pour une industrie construite sur la vente d'intrants brevetables. Les géants de la chimie ne pouvaient pas monétiser la Lune, alors ils ont marginalisé les femmes qui ont prouvé son pouvoir. Ils n'ont pas démystifié la science. Ils l'ont simplement enterrée sous une montagne dure et synthétique et de budget de marketing, scellant efficacement ces dossiers pour un demi-siècle. Débarrassons-nous du mysticisme et examinons la dynamique des fluides. Il n'y a pas de magie ici, seulement les lois dures de la physique
agissant sur la nappe phréatique. Pour comprendre pourquoi la plantation lunaire fonctionne, vous devez cesser de considérer le sol comme un bloc solide et commencer à le considérer comme une éponge dense et poreuse saturée de liquide. Le mécanisme en jeu est une combinaison de couple gravitationnel et d'action capillaire. Tout comme la gravité de la Lune tire les océans pour créer les marées hautes, elle exerce exactement la même attraction sur les eaux souterraines sous vos pieds. Nous appelons cela les marées terrestres. Pendant les phases de Lune, croissante et de pleine Lune, cette attraction gravitationnelle s'aligne sur le Soleil, ou agit indépendamment pour réduire la force nette descendante de la gravité terrestre sur l'humidité du sol. Ce subtil changement permet à la nappe phréatique de s'élever. Il augmente la pression hydrostatique à l'intérieur des capillaires du sol, poussant efficacement l'humidité vers le haut contre la gravité. Pour une enveloppe de graines qui essaie de s'attendrir et de se briser, ou une jeune racine qui cherche à s'hydrater, c'est essentiel. L'eau leur est fournie. Inversement, lorsque la Lune décroît, cette attraction se relâche et la gravité force la nappe phréatique vers le bas, encourageant les racines à pousser plus profondément à la recherche d'humidité. L'agriculture industrielle essaie d'imiter cela avec des pompes d'irrigation et des arroseurs énergivores. Mais la Lune déplace l'eau de bas en haut, complètement gratuitement. C'est une pompe hydraulique, alimentée par la mécanique orbitale. Nous devons démanteler la notion simpliste selon laquelle la Lune n'est qu'un rocher passif en orbite autour de notre planète. D'un point de vue photobiologique, c'est un miroir colossal, mais qui modifie le signal qu'il réfléchit. Lorsque la lumière du Soleil rebondit sur la surface lunaire, elle subit une transformation. Elle devient partiellement polarisée et subit un léger changement de composition spectrale. Ce n'est pas simplement une lumière nocturne, c'est une signature électromagnétique spécifique. Les plantes ne sont pas aveugles la nuit, elles attendent ce signal. Au plus profond du tissu végétal se trouvent des photorécepteurs connus sous le nom de phytochromes, des interrupteurs biologiques incroyablement sensibles au rapport lumière rouge/lumière rouge lointain. Pendant la pleine lune, l'intensité et la qualité spécifique de cette lumière réfléchie pénètrent dans la couche arable, faisant basculer ces interrupteurs en position marche. C'est une clé d'allumage métabolique. Il signale à la graine que l'environnement est optimal, déclenchant la rupture de la dormance d'une manière qu'aucun enrobage chimique synthétique ne peut égaler. Plus important encore, il existe un lien avec le métabolisme de l'azote. Les preuves suggèrent que cette lumière lunaire stimule l'activité de la nitrate réductase, l'enzyme responsable de la conversion de l'azote du sol en protéines. La plante passe effectivement en hyperentraînement pour l'absorption des nutriments. Le modèle industriel ignore cela, vous obligeant à surdoser le sol avec des nitrates synthétiques pour obtenir une réaction. Tandis que le modèle naturel attend simplement que l'interrupteur cosmique se déclenche, permettant à la plante d'absorber ce qui est déjà là, avec une efficacité maximale. Phase 1. La nouvelle lune. La poussée souterraine. Techniquement, nous appelons cela syzygie. C'est le moment où le Soleil et la Lune s'alignent du même côté de la Terre, verrouillant ainsi leur champ gravitationnel. Pour l'agriculteur, ce n'est pas seulement une curiosité astronomique, c'est un événement hydraulique. Pendant cette phase, la gravité combinée lunaire et solaire exerce l'attraction ascendante maximale possible sur la croûte terrestre et les fluides. La nappe phréatique monte et l'humidité imprègne les couches supérieures de la couche arable. Cela crée l'environnement physique idéal pour le processus mécanique le plus critique dans la vie d'une plante, l'imbibition. Une graine sèche est une forteresse. Elle ne peut pas croître tant que son enveloppe n'est pas percée.
Elle doit absorber rapidement de l'eau pour gonfler, ramollir son enveloppe extérieure et déclencher la libération enzymatique de l'énergie stockée. Avec la nappe phréatique poussée vers le haut par la gravité de la nouvelle lune, la graine n'a pas à lutter pour trouver de l'humidité. L'humidité est forcée à l'intérieur. De plus, l'obscurité relative de cette phase est cruciale. Pendant que l'humidité monte, la lumière est absente, simulant les conditions sombres et humides de la matrice du sol. Cet équilibre entre une humidité élevée et une faible luminosité est le signal biologique pour que la radicule, la racine primaire, éclate et s'ancre. C'est la fenêtre dorée pour semer. Ne gaspillez pas cette poussée sur des cultures qui nécessitent un stockage dormant, comme les pommes de terre ou les oignons. Gardez-les pour la phase décroissante. Utilisez plutôt cette énergie ascendante explosive pour les plantes qui produisent leurs graines à l'extérieur du fruit. Vos légumes-feuilles, vos céréales, vos épinards, votre laitue, votre chou et vos brocolis. Vous les plantez maintenant parce que la colonne d'eau montante correspond à la direction de leur croissance future, vers le haut et vers l'extérieur. L'agriculteur industriel force la germination avec des agents de trempage chimique. Vous y parvenez en attendant la marée. Phase 2. La lune croissante, la poussée hydraulique. Alors que la lune passe d'un croissant à un demi-globe, nous entrons dans la phase d'accélération. L'attraction gravitationnelle reste importante, continuant à maintenir la nappe phréatique élevée, mais une deuxième variable entre maintenant en jeu, la luminosité croissante. Il ne s'agit plus seulement de la disponibilité de l'humidité, il s'agit de directionnalité. Le clair de lune, pendant cette phase, agit comme un signal de faible intensité qui prépare les moteurs métaboliques de la plante à la production de feuilles. La science ici tourne autour du comportement des auxines, les principales hormones de croissance des plantes. Les auxines sont photophobes. Elles se retirent généralement de la forte lumière, s'accumulant sur le côté ombragé d'une tige pour provoquer l'élongation. Cependant, la lumière douce et polarisée de la lune croissante crée un signal environnemental spécifique qui encourage la circulation ascendante de la sève sans le stress du rayonnement solaire brûlant. La plante est essentiellement tirée vers le haut par la gravité et attirée vers le haut par la lumière simultanément. La pression interne se déplace de la zone racinaire vers les parties aériennes de la plante. C'est le moment de l'explosion pour les architectes hors sol. Vous ne plantez pas de légumes racines ici, ce serait lutter contre le courant. Au lieu de cela, c'est la fenêtre précise pour les plantes annuelles qui portent des fruits au-dessus du sol, mais qui ont leurs graines à l'intérieur du fruit. Les haricots, les melons, les pois, les poivrons, les courges et les tomates. La sève se précipite dans les tiges et les feuilles, transportant les nutriments dissous à une vitesse qui maximise la croissance structurelle rapide. Alors que l'agriculteur industriel pompe de l'azote synthétique pour forcer cette verdure, vous surfez simplement sur la vague hydraulique naturelle. La plante veut faire pousser des feuilles maintenant. Vous coopérez simplement avec son horloge interne. Nous arrivons au zénith, la pleine lune. C'est le moment de tension maximale dans la corde planétaire. Les marées gravitationnelles culminent, reflétant l'attraction de la nouvelle lune. Mais la différence essentielle réside dans le bombardement de photons. La plante est maintenant soumise à la plus forte élévation gravitationnelle, combinée à l'intensité maximale de la lumière solaire réfléchie. Cela crée une marée biologique haute au sein de la structure cellulaire. La sève ne fait pas que se déplacer, elle se précipite dans la canopée, remplissant les tiges, les feuilles et les fruits du volume de liquide le plus élevé possible. La pression hydrostatique interne est à sa limite absolue. Pourquoi est-ce important? Parce que cette pression force les minéraux dissous, les sucres et les composés volatiles vers les extrémités de la plante.
Si vous récoltez des herbes médicinales, des raisins pour le vin ou des feuilles de thé, c'est votre fenêtre essentielle. Une feuille de basilic, cueillie pendant la pleine lune, contient une concentration mesurable et scientifiquement plus élevée d'huiles essentielles qu'une feuille cueillie pendant la nouvelle lune. C'est une question de densité, pas de magie. La pompe capillaire fonctionne à plein régime, délivrant la charge utile maximale de nutriments aux parties récoltables. Mais pour le cultivateur, cette phase marque un pivot stratégique. L'énergie intense est idéale pour les cultures qui nécessitent un démarrage initial massif, mais un développement plus lent et soutenu. Nous parlons de plantes vivaces, bisannuelles, de bulbes et de légumes racines. Vous les plantez maintenant, au sommet, pour attraper la crête de la vague. Lorsque la lune commence à diminuer dans les jours qui suivent immédiatement, cette énergie élevée sera attirée vers les racines, établissant ainsi la base la plus solide possible. Le calendrier industriel ignore complètement cette fenêtre, ce qui donne des produits chimiquement gonflés, mais énergétiquement vides. Ici, vous capturez la densité gratuitement. Phase 4. La lune. Décroissante. La grande descente. La fête est finie. La marée haute biologique se retire. À mesure que la surface éclairée de la Lune diminue et que son alignement gravitationnel avec le Soleil se fracture, les forces physiques agissant sur la plante subissent un renversement spectaculaire. Nous appelons cela la phase de translocation. La pression ascendante qui alimentait la croissance des feuilles et le gonflement des fruits se dissipe, et la gravité réaffirme sa domination. Le flux de sève inverse sa direction, se retirant de la canopée et redescendant dans le système racinaire. Pour l'œil non averti, le jardin semble statique. Pour le physicien, le vecteur énergétique est passé de l'expansion verticale à la consolidation souterraine. C'est le moment où la terre inspire. Le sol redevient une éponge, désireuse d'absorber plutôt que de libérer. Si vous semez des graines pour des cultures de légumes-feuilles, maintenant, vous vous battez contre la physique. L'énergie se déplace dans le mauvais sens et la germination sera lente et faible. C'est la période de dormance pour la canopée, mais c'est la fenêtre tactique pour l'infrastructure. C'est votre période idéale pour l'amendement et la défense du sol. Parce que la sève descend, la vitalité de la plante est concentrée sous terre. C'est donc le meilleur moment pour désherber. Lorsque vous arrachez une mauvaise herbe maintenant, son potentiel de récupération est minimisé, car vous extrayez le réservoir d'énergie lui-même, et le signal de lumière déclinant ne déclenche pas une repousse rapide. De plus, c'est à ce moment-là que vous appliquez du compost et de la matière organique. La capacité d'absorption du sol est à son maximum, absorbant les nutriments que vous fournissez et les bloquant dans la zone racinaire pour le cycle suivant. L'agriculteur industriel pulvérise des herbicides pour tuer les mauvaises herbes, empoisonnant la terre. Vous attendez simplement la lune décroissante pour rendre les mauvaises herbes vulnérables et le sol affamé. Pour ceux qui exigent le sceau de l'académie avant de croire leurs propres yeux, ouvrons les dossiers du professeur Ernst Zürcher. Il ne s'agit pas d'un agriculteur lisant un almanach. Il s'agit d'un ingénieur forestier suisse moderne, utilisant des dendromètres de haute précision pour mesurer les troncs d'arbres au micromètre près, éliminant le bruit du folklore pour révéler le signal brut de la nature. Ce que Zürcher a découvert dans ses laboratoires et ses forêts brise la vision statique du modèle industriel de la biologie végétale. Il a découvert que les arbres pulsent essentiellement. Ils ne se contentent pas de croître linéairement. Leurs troncs se dilatent et se contractent selon un cycle rythmique qui ne peut être expliqué par la photosynthèse ou l'évaporation seule. Lorsqu'il a superposé ces données au graphique des marées gravimétriques, les ondes sinusoïdales correspondaient parfaitement.
Les arbres se dilataient et se contractaient en synchronisation directe avec la Lune. C'est la science invisible que les entreprises chimiques ignorent. Zürcher a prouvé qu'indépendamment de la lumière du soleil, indépendamment de la température, et même à l'intérieur de pièces sombres à climat contrôlé, les plantes maintiennent une connexion bioélectrique avec le cycle lunaire. L'eau à l'intérieur du xylème n'est pas simplement aspirée par des feuilles assoiffées. Elle est amodulée par les mêmes forces cosmiques qui font bouger les océans. L'arbre respire efficacement avec le cosmos, une antenne vivante accordée à une fréquence gravitationnelle. Lorsque la Lune exerce son attraction, le potentiel électrique à travers les membranes cellulaires change, modifiant la façon dont la plante gère les fluides. Cela confirme que le calendrier lunaire n'est pas une superstition, c'est un calendrier biologique. En plantant selon ces rythmes, vous n'effectuez pas un rituel. Vous synchronisez votre travail avec l'expansion physique mesurable du monde vivant. Le laboratoire a finalement rattrapé le paysan, prouvant que la séparation entre la graine et l'étoile est une illusion créée par ceux qui souhaitent vous vendre un substitut à la nature. Nous devons maintenant aborder l'éléphant dans la pièce. Si les données sont si convaincantes, pourquoi l'establishment qualifie-t-il agressivement cela de pseudoscience? La réponse ne se trouve pas dans un manuel de physique, mais dans un rapport trimestriel sur les bénéfices. L'agriculture industrielle est un modèle économique entièrement basé sur la dépendance. Elle se nourrit du récit selon lequel l'agriculteur est inadéquat et le sol est déficient sans intervention extérieure. Pour maintenir leur empire, ces conglomérats doivent vous vendre un flux continu de semences brevetées, d'engrais synthétiques et de pesticides correctifs. Ils ont besoin que vous croyiez que le rendement est un produit de l'achat et non un résultat du calendrier. Considérez la menace existentielle que le calendrier lunaire représente pour ce flux de revenus. C'est une méthodologie qui ne nécessite absolument aucun investissement en capital. Elle optimise les taux de germination et la santé des plantes en utilisant uniquement la gravité et la lumière. Des ressources qui ne peuvent être ni mises en bouteille, ni brevetées, ni vendues sur une étagère. Si un agriculteur utilise la lune croissante pour augmenter naturellement l'absorption d'azote, il achète moins d'urée synthétique. S'il utilise la lune décroissante pour supprimer les mauvaises herbes, il achète moins d'herbicides. Chaque fois que vous levez les yeux vers le ciel nocturne pour obtenir des conseils, vous détournez le regard de leur brochure de marketing. L'étiquette « pseudoscience » n'est pas un verdict scientifique, c'est une stratégie défensive. C'est une arme linguistique conçue pour vous faire honte de vous conformer, pour vous maintenir attaché à la chaîne d'approvisionnement des intrants chimiques. Ils craignent cette connaissance, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est gratuite. Un agriculteur autonome qui comprend la physique de sa propre terre est le pire client qui soit. Voici votre manuel de défection. Vous n'avez pas besoin d'une application pour smartphone, d'un abonnement à une revue biodynamique ou d'une connexion Wi-Fi pour exécuter ceci. Vous devez déchirer le calendrier brillant envoyé par le fournisseur de semences et sortir. Votre instrument principal est votre propre vision, et votre chronologie est le cycle synodique de 29 jours et demi, un rythme aussi constant qu'un battement de cœur. Le plan n'est pas une suggestion, il s'agit d'un protocole rigide d'observation et de réaction qui réaligne votre travail avec la physique de la planète. Commencez par le vide. Lorsque le ciel nocturne est noir et que la lune est invisible, vous êtes entré dans le premier cadran. Visualisez la nappe phréatique, gonflant sous vos bottes comme un poumon qui prend une inspiration. C'est votre signal vert. Pendant les 7 jours suivants, au fur et à mesure que la première lueur de lumière émerge, vous semez les sprinteurs erratiques et feuillus, votre laitue, vos épinards, votre chou et vos céréales.
Vous profitez de la poussée ascendante de l'humidité pour faire éclater l'enveloppe de la graine. N'hésitez pas. La terre pousse l'eau dans vos mains. Au fur et à mesure que le croissant dépasse la moitié et que la nuit devient plus claire, vous entrez dans le deuxième cadran. L'attraction gravitationnelle est rejointe par un clair de lune croissant. Modifiez votre stratégie immédiatement. La lumière est maintenant votre allié, stimulant les hormones des feuilles et des fleurs. Changez vos graines pour les porte-fruits, les haricots, les courges, les tomates et les pois. Ils ont besoin de ce déclencheur photonique pour faire éclore leurs fleurs. Vous surfez sur la vague d'augmentation de la pression de la sève dans les tiges, en utilisant la lune comme une pompe pour entraîner l'énergie dans la canopée. Ensuite vient le pivot. Au moment où la pleine lune culmine et commence à s'effriter, s'assombrissant sur le côté droit, vous entrez dans le troisième cadran. L'énergie s'écrase vers le bas. Arrêtez immédiatement de planter au-dessus du sol. Si vous plantez de la laitue maintenant, elle montera en graines. Si vous plantez des haricots, ils seront rabougris. Maintenant, vous enterrez les légumes racines, les carottes, les betteraves, les oignons et les pommes de terre. Vous les envoyez dans le sol, juste au moment où l'onde de gravité se retire dans les profondeurs, entraînant leurs racines avec elle. Vous utilisez la marée descendante pour ancrer votre récolte. Enfin, le cadran sombre, la quatrième phase. La lune est une braise mourante, une fine forme de C disparaissant à l'aube. Ne plantez pas, c'est le moment de tuer et de nourrir. Attaquez les mauvaises herbes pendant que leur énergie est faible et que leur potentiel de récupération est brisé. Entassez du compost et du fumier sur les plates-bandes pendant que le sol a soif et que l'aspiration est vers le bas. C'est le cycle de la ferme invisible. Cela ne vous coûte rien d'autre que de l'attention. Cela brise la chaîne de dépendance commerciale. Vous ne cultivez plus en fonction d'un trimestre fiscal d'entreprise. Vous cultivez selon la mécanique du système solaire. Et pour la première fois depuis longtemps, vous êtes aux commandes. Nous sommes arrivés à la fin du dossier. Les preuves sont devant vous, dépouillées du ridicule et de la censure d'entreprises qui les ont gardées cachées pendant des décennies. Vous avez vu l'histoire des pionniers qui ont été réduits au silence, la dynamique des fluides qui fait bouger les océans et votre sol, et la validation biologique des laboratoires modernes. Maintenant, la variable finale de cette équation n'est pas scientifique, elle est philosophique. C'est une question d'allégeance. Chaque fois que vous plantez une graine, vous faites un choix quant à savoir qui est propriétaire de votre système alimentaire. Vous pouvez continuer à suivre le chemin du modèle industriel, un chemin pavé d'intrants coûteux, de dépendance toxique et d'une déconnexion fondamentale des rythmes du monde vivant. Vous pouvez rester un consommateur, achetant du rendement dans un sac, traitant votre terre comme un atelier et externalisant votre intuition à une étiquette chimique. Ce chemin est facile, il est prévisible et il est stérile. C'est une forme de servitude agricole déguisée en commodité. Ou vous pouvez choisir de lever les yeux. Vous pouvez choisir d'aligner votre travail avec la machinerie colossale et silencieuse du cosmos. Planter au rythme de la lune, c'est déclarer son indépendance. C'est un acte de rébellion qui affirme que vous faites plus confiance à la physique de l'univers qu'aux marges bénéficiaires d'un conglomérat. C'est un retour à une souveraineté où votre calendrier est écrit dans le ciel, pas sur un reçu. La lune ne vous facture pas sa gravité, elle ne brevette pas sa lumière. Elle offre son énergie gratuitement à quiconque est assez courageux pour simplement faire attention. Alors, la prochaine fois que vous vous tiendrez dans votre jardin avec une poignée de graines, attendant de les jeter dans la terre noire, demandez-vous, êtes-vous simplement un technicien qui fait fonctionner une machine que vous ne comprenez pas?
Ou êtes-vous un chef d'orchestre participant à une symphonie qui se joue depuis 4 milliards d'années? La marée monte. Le choix vous appartient. Soit vous